Une colonne de pick-up appartenant aux forces rebelles tchadiennes s'avance dans le nord-est désertique du Tchad. Et contre toute attente, des Mirage 2000 français survolent et bombardent la colonne. Ces Mirage 2000, en plus d'être français, ils sont engagés au titre de l'opération Barkhane. L'opération Barkhane, c'est 4500 militaires français, et la base militaire de l'opération, elle est située au nord de N'Djamena, qui est la capitale du Tchad. Et cette opération militaire, elle vise à lutter contre le terrorisme sur le long terme, dans ce qu'on appelle le G5 du Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Avant l'opération Barkhane, il y a eu deux autres opérations militaires. De janvier 2013 à juillet 2014, on a eu l'opération Serval, qui avait pour objectif de lutter contre les groupes armés djihadistes au Mali. Et encore avant ça, une opération bien plus longue de 1986 à 2014, l'opération Épervier, qui avait pour objectif de soutenir le pouvoir en place au Tchad dans le conflit tchado-libyen. Je vous ai pas encore trop parlé de la cible de ces frappes, donc une colonne de 40 pick-up qui a avancé sur 400 km dans le nord-est du Tchad. Et on a notre premier problème quant à leur identité, c'est-à-dire que ces pick-up, ils appartenaient à l'UFR, qui est l'Union des forces de la résistance au Tchad. Et première chose qu'on puisse dire à leur sujet, c'est qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les djihadistes pour lesquels l'opération Barkhane fut lancée. Petit topo sur l'UFR. L'UFR a été créé en 2009 par Timan Erdimi suite à la bataille de N'Djamena. La bataille de N'Djamena, c'est la plus grosse offensive qui a été portée au régime d'Idriss Déby à ce jour, puisqu'on a quasiment frôlé le coup d'état en fait, et cette offensive-là, elle a échoué du fait des divergences d'opinion au sein même de la rébellion. C'est pourquoi en 2009, Timan Erdimi prend son indépendance par rapport aux autres leaders de la rébellion, et il crée l'UFR, qui n'a qu'un seul objectif, destituer Idriss Déby. A noter, point important, Timan Erdimi est le neveu d'Idriss Déby, ce qui renforce encore plus le caractère tchadien de l'UFR, mais ça je vous expliquerai en quoi c'est plus important, en quoi c'est important un peu plus tard. Dernier acteur à dépoussiérer, Idriss Déby. Et on a notre second problème, parce que la France bombarde les forces rebelles en soutien au pouvoir d'Idriss Déby, et Idriss Déby, clairement on peut le qualifier de dictateur. Ça fait 3 décennies qu'il est au pouvoir, il a enchaîné 5 mandats. En 2018, il a supprimé le poste de Premier ministre et il a allongé le mandat présidentiel à 7 ans. Il tient vraiment le pays d'une main de fer et il réduit chaque voix contestataire au silence. Je vous laisse en description un rapport 2017-2018 d'Amnesty International qui fait un peu état des lieux des droits et des libertés au Tchad qui sont clairement bafoués. On peut prendre par exemple la liberté d'expression avec un journaliste qui a réalisé un article peu élogieux envers le président Déby et celui-ci a été enlevé par des hommes armés retenus 24 heures et a dû faire une lettre d'excuse au président Déby. Par exemple, on a eu également en février 2017, alors que les élections législatives devaient déjà avoir lieu en 2016, l'annonce qu'elles seraient reportées à 2019 pour des raisons officielles de budget. Et à l'heure où je vous parle, elles ont encore été repoussées à fin 2019. Le gouvernement français reconnaît que ces frappes-là n'ont pas eu lieu dans le cadre de l'opération Barkhane, mais bien à la demande du président Déby et dans le cadre des accords de 1976. On va revenir dessus après. D'abord, petit point d'actualité, la justice tchadienne vient de condamner plus de 240 interpellés de l'UFR dans les événements de février dernier et donc les a condamnés, et pas des petites peines, de 10 à 20 ans d'emprisonnement pour l'immense majorité. Et en fait le comble, c'est que la France reconnaît bien sûr que ces frappes-là ne prennent pas place au sein de la lutte antiterrorisme, et pourtant la justice tchadienne vient de condamner plus de 240 membres de l'UFR pour terrorisme et complicité de terrorisme. Donc c'est vraiment représentatif en fait de la politique que met en place le Tchad, puisqu'elle se sert du terrorisme ambiant, du terrorisme régional pour condamner pour n'importe quelle raison, n'importe qui, même s'il n'y a absolument aucun lien avec Boko Haram, Daesh ou quelconque groupe djihadiste. Comment la France justifie ses frappes sur le plan juridique ? Petit point de contexte déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 1960, donc, le Tchad a eu son indépendance et c'est le pays à avoir reçu le plus d'interventions militaires. Donc c'est-à-dire que les accords ils sont faits dans les années 70 et donc c'est la base de la présence française là-bas, et c'est également ces accords-là qui vont permettre à la France de ne pas passer
par l'opération Barkhane pour justifier ces frappes. Les accords de 1976, qu'est-ce qu'ils contiennent? Différents aspects de la coopération, des aspects administratifs, des aspects douaniers, des aspects judiciaires et surtout l'aspect qui nous intéresse le plus, l'aspect militaire. L'aspect militaire, il y a deux principaux points. Un soutien à l'hôpital militaire de N'Djamena, donc ça on voit à peu près ce que c'est et ça n'a rien à voir avec les frappes, et une coopération militaire technique. Donc là voilà, on voit venir le truc, c'est un terme assez alambiqué, on voit pas trop ce que ça sous-entend. On va chercher dans le texte de loi, ça sous-entend un soutien logistique et des actions de surveillance effectuées pour le gouvernement tchadien. Donc c'est-à-dire que ces accords de 1976, non seulement ils ne prévoient pas d'intervention dans un conflit national tchadien, mais également bien sûr ils ne prévoient à aucun moment, cette coopération militaire technique ne prévoit à aucun moment des frappes aériennes françaises. Donc voilà, là on a bien compris que les accords de 1976, ils ne pouvaient pas justifier ces frappes aériennes. Donc on a une deuxième défense qui est érigée par le gouvernement. Et donc là je vais vous mettre un extrait vidéo de Jean-Yves Le Drian en commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et Jean-Yves Le Drian maintenant il se réfugie dans le droit international. En ce qui concerne les interventions de la France il y a 3 conditions fixées par le droit international. Il y a 3 cas qui autorisent l'usage de la force. 3 cas. Le premier cas, c'est le consentement d'un État. Le deuxième cas, c'est l'autorisation du Conseil de sécurité sous chapitre 7. Et le troisième cas, c'est la légitime défense, article 51. Et là, nous sommes dans le cas d'un consentement d'un État. C'est-à-dire qu'il y a une demande écrite d'un chef d'État qui dit « je suis menacé par une intervention extérieure ». Et c'est bien là le problème. Est-ce qu'on peut qualifier l'UFR d'agression extérieure en fait? Ce qui est le cas, ça vient de Libye, ça traverse la frontière, ça rentre au Tchad. Voilà, parce qu'il dit que le président Déby a demandé une aide face à une agression extérieure. Mais est-ce que l'UFR peut être qualifié comme tel quand on sait les liens familiaux, les liens ethniques, les liens historiques qu'il existe entre l'UFR et le gouvernement Déby? Voilà, pour rappel, bien sûr, Timane Herzimi est le neveu du président Déby, mais également il y a beaucoup de liens ethniques puisque l'UFR et le gouvernement Déby sont de la même ethnie, en l'occurrence les Agawa. Donc c'était pas la première démonstration de force, hein. Par le passé, la France a été amenée à en faire. Donc on a eu en 1991, sous Mitterrand, la France qui avait survolé les colonnes rebelles sans les bombarder pour autant. On a eu également en 2006 la France qui avait effectué un tir de semonce à plus de 200 mètres de la colonne rebelle. Et également donc en 2008, alors lors de la bataille de N'Djamena, alors que la prise de pouvoir était vraiment imminente, et bien la France était contentée de sécuriser l'hôpital militaire sans jamais frapper directement. Donc la relation franco-tchadienne, elle semble complètement à géométrie variable. En tout cas, s'il y a bien une chose de sûre, c'est que ça laisse transparaître un manque de volonté et surtout une hypocrisie française. On peut prendre pour illustrer ça un discours qu'avait fait Emmanuel Macron lors de l'entre-deux-tours en 2017 où il déclarait qu'il se tenait prêt à agir dans la transparence, loin des réseaux de connivence franco-africains et des influences affairistes dont on a vu que malheureusement ils subsistent encore dans le système politique français, en particulier à droite et à l'extrême droite. Il va être temps de conclure. Vous l'aurez compris, la France a beau essayer de se cacher derrière des accords vieux de plus de 40 ans et dans le droit international, sa défense ne tient pas debout. Le Tchad fait clairement l'objet d'une ingérence française qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Non seulement la France intervient dans des conflits internes au Tchad, tout ça pour garder un contrôle néocolonial du Sahel, mais c'est en plus pour soutenir un allié au pouvoir, le dictateur autocrate Idriss Déby. Parce que la véritable victime de cette histoire, et j'aimerais pas qu'on l'oublie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va finir là-dessus, c'est le peuple tchadien. Toutes sortes de libertés et de droits sont bafoués, y compris un droit aussi fondamental que celui à l'alimentation. 2,8 millions de Tchadiens en situation d'insécurité alimentaire, dont plus de 380 000 en situation de crise selon l'ONU. L'UFR, bien que critiquable, reprend une éventuelle échappatoire pour le peuple tchadien, et la France l'a annihilé, la France est responsable, la France demeure impunie.